Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour vous, la France profonde, c'est celle que vous racontez avec un travail justement en profondeur. Vous signez un roman intitulé Arrière-pays, avec en filigrane l'espoir que notre pays aille à nouveau de l'avant. Bonjour Daniel Rondeau. Bonsoir Jacques Pessis. Je vous avais reçu tout au début des Clés d'une vie, mais il s'est passé tellement de choses depuis que je vous ai réinvité pour ce livre Arrière-pays chez Grasset, dont on va parler, qui est un livre qui a donné 3 ans de travail. Oui, depuis, en fait, mon dernier roman était Mécanique du chaos, où je parlais des friches de la France urbaine abandonnée aux trafiquants et à l'islamisme. Et maintenant, je me suis tourné vers les friches de la France rurale, abandonnées un peu à l'oubli. On va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à votre passé, que vous n'avez pas oublié, avec une date, le 17 février 1980. Écoutez ceci, c'est votre première production télé. Nancy 1900. Un siècle se termine. Et oui, Nancy 1900, producteur Daniel Rondeau, je crois que c'est la première fois que vous produisez un documentaire pour la télévision. Oui, en fait, c'est le premier 52 minutes, je crois. Et je faisais des 13 minutes pour la station régionale de France 3 Nancy, où j'avais fait beaucoup d'émissions de radio, où j'avais d'ailleurs appris beaucoup de choses parce que je faisais une émission sur la mémoire, qui s'appelait Mémoires ouvertes. Et donc, je venais de passer 2 ans pour mon premier livre dans les archives de Lorraine, où j'avais travaillé sur les ouvriers, pardon. Et là, j'allais interroger les gens et je pouvais confronter leurs souvenirs avec la mémoire des archives. Oui, donc Nancy en 1900, c'est en même temps la Lorraine qui arrive au XXe siècle avec plein de choses qui sont passées. Pourquoi Nancy au départ? C'est une ville importante pour vous, Daniel Rondeau? Alors Nancy, plusieurs choses. C'est à Nancy que j'ai rencontré ma femme. Oui. Donc notre fille s'appelle Lorraine. Oui. Et c'est à Nancy, enfin dans les environs de Nancy, qu'après 68, j'étais à ce moment-là traversé par le bouillonnement d'idéalisme qui a traversé notre pays. Comme beaucoup de jeunes gens, j'étais pris de justice et de vérité. J'étais devenu révolutionnaire et j'étais parti travailler. Je suis parti travailler en usine pendant près de 4 ans pour essayer de changer la vie en partant du bas. Et après ces 4 années, qui ont été des années heureuses, je le précise, parce que j'ai fait l'expérience absolument unique de la fraternité du chantier. Je m'entendais avec tout le monde, j'avais l'impression que j'avais la grâce de m'entendre. Il y avait des ouvriers qui avaient fait 36, il y avait des jeunes immigrés, il y avait des jeunes voyous, et je m'entendais avec tout le monde et je faisais un peu l'unité du chantier. Et après, je suis retourné à ma vocation première, qui était l'écriture. Alors, les usines de cette époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus familial, Daniel Rondeau. Oui, c'était plus familial, mais il y a eu quand même des usines très importantes. Toutes les forges, la forge, la sidérurgie lorraine, c'était des usines familiales, mais la famille s'appelait Wendel. Oui. Donc, moi, j'ai travaillé dans la métallurgie, près de Pagny-sur-Moselle. J'ai travaillé dans une usine d'électromécanique et j'ai travaillé dans une usine où il y avait un peu plus de 1000 ouvriers, qui était une usine qui s'appelait Permali, qui fabriquait des bois bacalisés, des isolants électriques. Voilà. Et puis en même temps, vous avez rencontré plein de gens dans ces usines. Il y a un documentaire dans les années 60 qui est dans la Somme, et le patron tient la caméra dans l'usine et on voit les ramailleuses, les bobineuses en cours de formation, et on dit les femmes finalement elles font ces travaux-là parce qu'elles pensent à autre chose qu'à leur ménage et elles ne pensent à rien d'autre. Ce serait plus possible aujourd'hui, ce genre de choses. Non, je pense que ça ne sera pas possible aujourd'hui. Sur le chantier, il y avait quand même beaucoup d'amitié. Voilà. Y compris sur la chaîne. La première usine où j'ai travaillé, c'est une usine où je travaillais à la chaîne, et il y avait beaucoup d'amitié et de solidarité sur la chaîne aussi. Voilà. Et en même temps, ça vous a appris beaucoup de choses et ça a peut-être donné en vous des sujets d'écriture. Alors, ça m'a appris... Non, ce que je vous disais, déjà, cette capacité de m'entendre avec tout le monde, et surtout... J'étais passionné par eux tous, c'est-à-dire ils m'intéressaient. Ils avaient tous une vie, chaque homme est une île, et chacun me racontait son histoire. Mais par ailleurs, ça m'a aussi peut-être appris à n'avoir pas peur de grand-chose.
Parce que, bon, quand j'ai commencé dans la vie par 4 ans à l'usine, on se dit après, de toute façon, on va s'en sortir. Alors, votre passion de l'écriture, Daniel Rondeau, elle est née, je crois, un jour de rédaction. Vous faites une rédaction pour votre père qui est instituteur et vous parlez du dimanche. Et là, il s'est passé quelque chose. Oui, mon père était un instituteur en blouse grise, avec cravate. À l'ancienne. À l'ancienne. Il avait des cheveux en brosse, roux, poil de carotte. Et c'était véritablement un saint laïque. C'est-à-dire qu'il était né dans la forêt où ses grands-parents étaient des bardeurs de bois, sieurs, bûcherons. Et il avait été arraché à la forêt par son instituteur qui s'appelait Monsieur Junio. Et qui, après le certificat d'études de mon père, était allé voir ses parents et avait dit « Je veux le présenter à l'école normale d'instituteur et je vais le garder dans ma classe ». Donc, il a gardé cet élève après le certificat au fond de la classe et il lui donnait des cours particuliers en plus, de l'allemand, il a appris le violon et mon père est devenu instituteur comme ça. Et après, il a passé toute sa vie à vouloir rendre à l'école ce que l'école lui avait donné. Et c'était quelqu'un de formidable. Et un lundi, très sévère avec moi, plus sévère avec moi qu'avec les autres, naturellement, en classe, je l'appelais monsieur, bien évidemment. Et il se trouve qu'un lundi matin, vers 10 heures après la récréation, il nous donne un devoir de rédaction. Et cette rédaction, l'intitulé de cette rédaction, c'est « Racontez votre dimanche ». Il se trouve que j'avais passé mon dimanche après-midi dans une vigne de mon grand-père, qui est sur un coteau, dans le village de Congy. Vigne un peu complantée d'arbres fruitiers. Il y avait encore des cerisiers, des pêchers de vigne, et qui était traversée par des sources. Tout ça a disparu parce que les sources ont été irriguées, les pêchers ont été arrachés. Bon. Et j'avais passé une après-midi à la fois en me royaumant, comme peut le faire un enfant en solitaire. J'ai lu un jour dans un livre de Nabokov, il racontait une après-midi solitaire. Je dis, mais c'était la même chose. Un enfant seul peut se royaumer, être heureux et penser. Et là, j'avais construit un petit barrage. Enfin voilà. Et quand mon père donne ce sujet, je vois tous mes copains de droite et de gauche qui se morfondent, qui se tâtent le menton. Tandis que moi, je précipite sur mes feuilles, je prends C'était la plume encore. Ma plume, oui, bien sûr. Je la trempe dans l'encre et je commence à écrire. Et je raconte mon dimanche dans ces vignes qui s'appelaient des vignes de Berlin. C'est un lieu-dit. Et que mon père, tout le monde a fini depuis longtemps, mon père vient en disant « Écoutez, dépêchez-vous, vous êtes le dernier ». Et je lui dis « Monsieur, je n'ai pas fini encore ». Bon, finalement, il a ramassé ma copie. Et j'ai eu des frissons pendant tout le temps que j'écrivais. C'est-à-dire, et j'ai compris que peut-être ma vie serait d'écrire. Et en revanche, vous n'étiez pas sûr que ça arriverait à cette époque-là, Daniel Ah Rondeau. non, on est sûr de rien, de toute façon. Mais j'ai commencé à y penser, c'est-à-dire quand je lisais, quand je découvrais des vies d'écrivains, je commençais à envisager les choses d'une autre façon. Et vous avez eu une bonne note pour cette rédaction ? Très bonne note. Alors, à l'époque, il faut savoir, Daniel Rondeau, que les instituteurs étaient respectés. C'était pas l'école d'aujourd'hui. Non, les instituteurs étaient très respectés. C'était bon. Vous savez, dans les villages, mon père avait été instituteur de campagne. C'était dans une petite ville de garnison de l'Est qui s'appelait Chalon-sur-Marne, une cité administrative. Mais l'instituteur représentait à la fois l'autorité d'un savoir. Bien évidemment, c'était un savoir primaire, mais c'était la première marche du savoir. Donc, il avait cette autorité. Et dans les villages, il y avait 2 autorités. C'était le prêtre et l'instituteur. Bon. Il se trouve que l'Institut a été aussi le héros d'une série de télévision avec Gérard Klein. Et on sait maintenant que France 2, cette série a été commandée directement à Pierre Grimblat, le producteur, par François Mitterrand, qui à l'époque, tenez-vous bien, voulait transmettre des valeurs civiques par l'intermédiaire d'une fiction. Parce qu'il voulait que cette série puisse ralentir la poussée du Front National lors des élections municipales de 95. On l'a pas su à l'époque, mais la série a eu beaucoup de succès. Énorme succès. Gérard Klein était formidable. Formidable. Alors, donc, vous avez grandi à Châlons-en-Champagne.
Champagne, mais vous êtes né dans un petit village qui s'appelle Ménil, Ménil-sur-Roger. Oui. Il y avait 1300 habitants lorsque vous êtes né, il y en a à peu près 1000 aujourd'hui. Oui, oui, c'est un très beau village sur la côte des Blancs. Cette côte des Blancs, c'est une côte qui fait face à la plaine champenoise. Quand on est en haut de cette côte, on voit la plaine qui s'étale jusqu'en Argonne, jusqu'aux côtes de Meuse. Et sur cette côte, plusieurs villages, Cramant, Auger, le Ménil-sur-Roger, Avise. Et la caractéristique de ces villages, et principalement du Ménil-sur-Roger, c'est la qualité du raisin blanc, le chardonnay, qui donne, c'est un des champagnes les plus élégants qui soit. D'ailleurs, le champagne est très présent chaque fois dans vos livres, Daniel. Oui, oui, bon. Les vignerons du Ménil-sur-Roger, pour ma naissance, ont offert à mes parents, qui étaient un couple d'instituteurs dans ce village, ils ont offert un demi-muide de vin de champagne. Donc, je crois que tout est parti en 15 jours, 3 semaines, parce que bon, tout le village est venu boire un verre de champagne. Donc, c'est le moins que je puisse faire, c'est de rendre aussi au Ménil-sur-Roger le champagne qu'il m'a donné. Voilà, il faut savoir que ce village a reçu un jour la visite de Winston Churchill, je ne sais pas si vous le savez. Il est venu rencontrer les aviateurs de la Royal Air Force qui étaient cantonnés dans les vendangeoires Moët-et-Chandon. Ah non, je ne savais pas. Voilà. J'ai bien fait de venir, j'ai appris quelque chose. Vous êtes retourné dans ces villages? Oui, je suis retourné très... Je pense que j'y suis passé hier. Oui. Et surtout, j'étais au mois de juillet, j'étais le parrain d'un clos qui a été imaginé par la commune et financé par les vignerons du Ménil. C'est-à-dire au cœur du village, ils ont dans un endroit cerné de murs, les vieux clos de Champagne, hein, c'est-à-dire, vous savez que c'est là qu'on pourrait fabriquer le meilleur vin peut-être. Ils ont fait une sorte d'oasis qui permet de méditer, de regarder déjà les coteaux, de réfléchir au champagne, de boire un verre s'il le faut. Et il se trouve qu'ils m'ont fait l'honneur d'être le parrain de ce petit clos. Eh bien, écoutez, nous, on va continuer à voir vos paroles dans quelques instants à travers une autre date, le 3 octobre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Rondeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniel Rondeau. Nous parlerons tout à l'heure d'Arrière-pays, votre nouveau roman chez Grasset. Et là, on revient à une date, 3 octobre 1989. Sur un plateau de télévision, vous rencontrez celui-ci. Dans les cœurs ouverts et libres à Beyrouth, Liban libre, Liban, Liban. Guy Béard, Liban libre, une de ses chansons, et vous faites connaissance dans cette émission qui s'appelle Télé Caroline, avec Caroline Tresca de Guy Béard. Vous en souvenez? Je m'en souviens très bien, puisque on était quelques-uns à s'être fortement engagés pour le Liban, qui était à ce moment-là menacé par les canons syriens. L'indépendance même du Liban était menacée. Jean-François Degnaud, Frédéric Degnaud, Guy Béard ont été parmi les premiers à se mobiliser. Et on a emmené Guy Béard chanter sur Liban libre, sur la place des Canons. Et d'ailleurs, il a sorti un petit 45 tours, magnifique, avec cette chanson Liban libre. Voilà. Et c'est aujourd'hui, merci d'en parler, parce qu'aujourd'hui, le Liban traverse une tragédie qui dure, qui est une tragédie peut-être encore plus déroutante et plus surprenante que la guerre. Parce que c'est comme si le pays était asphyxié, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus beaucoup de gouvernement, même si un Premier ministre a été nommé. Donc c'est un pays qui se trouve bien seul aujourd'hui. Oui, et Guy Béard avait chanté avec vous, il était venu dans cette émission de télévision. Il faut savoir qu'il est né au Caire, mais qu'il a passé les 15 premières années de sa vie à l'école des frères de Gemayzeh au Liban. Ouais. Et d'ailleurs, Emmanuel, sa fille, et Ève, son autre fille, sont allés récemment sur les traces de leur père et ont retrouvé des gens qu'il connaissait parce qu'il n'en parlait jamais, lui. Bien sûr, mais et Guy Béard, je dois préciser, il avait quand même un talent absolument extraordinaire. Talent extraordinaire de chanteur, de compositeur. Il y a quelques-unes de ses chansons sont déjà des classiques. Et d'autre part, je trouve que quand il faisait cette émission de télévision Bienvenue chez Guy Béard, et là où justement il mélangeait à la fois
la poésie, je pense à Aragon, naturellement, les chanteurs, les écrivains, les chefs classiques, les grands interprètes classiques. Je trouve qu'il avait à la fois une élégance et un naturel pour faire de ces émissions des réussites qui étaient vraiment pleines d'un charme très singulier. Ah bah, c'était très simple, il y avait un plateau et il invitait les gens et après il les laissait parler. Ouais. Et après il passait un mois au montage. Ouais. Mais ce sont des émissions uniques dans leur genre. Unique. Alors, le Liban, Daniel Rondeau, je crois que vous y êtes allé pour la première fois dans les années 80. Oui, j'y vais pour la première fois dans les années 80. En fait, j'ai toujours été un peu hanté par l'Orient. Dès l'enfance, on parlait de cette ville de Chalon-sur-Marne. Il y avait une très belle bibliothèque, rue d'Orfeuille. Et là, j'étais un lecteur assidu de la bibliothèque. On m'avait même donné l'autorisation d'emporter 5 livres au lieu de 2. Je les rapportais dans la semaine suivante. Je lisais énormément et j'ai lu beaucoup aussi de livres qui étaient encore des livres d'enfance ou d'adolescence, sur l'Orient, sur les légendes de l'Orient, sur les contes orientaux. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré par moi qui étais un fils des vignes, des bois et des livres déjà que j'aimais. Le soleil de l'Orient et la vie de l'Orient m'attiraient. Donc, dès que j'ai pu aller traverser la Méditerranée dans ce sens-là, je me suis rendu à Beyrouth. J'ai trouvé un prétexte pour y aller et donc j'ai fait mon premier tour de piste au Liban. Je me souviens très bien d'un dimanche, par exemple, que j'avais passé avec Amin Gemayel, qui était à ce moment-là président. Il habitait une maison, sa maison était à Big Faya, dans les hauteurs. Et on était parti dans sa Mercedes faire une tournée. C'était un peu comme la tournée d'un député dans sa circonscription, mais il était le président et il était chez lui dans son fief. Et là, il m'avait expliqué les villages, les gens. Bon, c'était assez extraordinaire. Et je n'ai cessé d'y retourner. J'y suis retourné naturellement très souvent pour soutenir le Liban, quand le Liban était vraiment sous la pression syrienne, que l'aéroport était fermé, qu'il y avait plus on ne pouvait plus, c'était très difficile de se rendre à Beyrouth. Alors là, j'y suis allé souvent, dans des moyens parfois rocambolesques. Ah oui. Oui, bon, déjà, je prenais comme tout le monde, je prenais le ferry à Limassol, à Chypre, vous voyez. Mais j'y suis allé aussi sur des petits avions, des Beechcraft, qui se posaient sur l'autoroute de Jounier. On se posait entre les immeubles. Bon, c'était très romanesque. Bon, enfin, voilà. Et d'ailleurs, vous avez été, je crois, Daniel Rondeau, interdit de séjour au Liban après avoir écrit Chronique du Liban rebelle. Ça a duré 10 ans. Oui, j'étais interdit de séjour pendant 10 ans. Et les libraires qui vendaient mon livre, j'étais en prison et torturé. Et c'est le président Chirac qui a fait lever cette interdiction. Parce qu'un jour, il m'a fait appeler et il voulait m'emmener au sommet mondial de la francophonie à Beyrouth. J'ai dit, mais moi, je veux bien venir, mais je suis interdit de séjour. Donc, à ce moment-là, il a appelé son ami Rafik Hariri. Et 5 minutes après, mon interdiction est levée. Bon, j'y suis retourné souvent. Je vais y retourner encore parce que je voudrais écrire un petit livre que j'ai en préparation sur Beyrouth. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec le président Macron au mois de septembre. Voilà. Et je crois que le jour de l'explosion tragique qui a ravagé Beyrouth, une étudiante était en train de soutenir une thèse sur votre roman. Oui, c'est une chose absolument incroyable. C'est une étudiante qui avait pris contact avec moi par mail. Elle préparait sa thèse oui. Sur mécanique du chaos. Et bon, je lui avais répondu. On était devenus amis par mail ou par... le jour de l'explosion, j'étais à Malte avec ma femme et nos petits-enfants. Et immédiatement, mon téléphone est submergé d'appels qui venaient de Beyrouth. Bon, je comprends ce qui se passe. Et dans la soirée, cette jeune étudiante m'a appelé en me disant « Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en train de soutenir ma thèse sur mécanique du chaos quand brusquement tout a été soufflé. Le chaos était partout. »
Et elle a eu une très bonne note. Très bonne note, oui. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, le Liban, moi, ce qui m'a toujours frappé, je suis allé plusieurs fois, c'est la joie de vivre des gens. Quoi qu'il arrive, la joie de vivre est présente, Bon. Daniel Rondeau. Moi, je suis très admiratif du tempérament des Libanais et de leur intelligence. Ce sont des gens qui ont toujours une position un peu oblique par rapport au monde et par rapport à nous. Déjà, à mon avis, ils ont une vue beaucoup plus large que la nôtre. Parce que dans l'endroit où ils se trouvent, ils sont quand même sur la pointe du continent asiatique. Et en même temps, ils ne sont pas loin de la Perse, ils ne sont pas loin de l'Égypte. Et en même temps, ils sont français, pour la plupart, français de cœur, francophones, ils ont une passion pour la France. Donc ça leur donne cette position un peu oblique. Et d'autre part, vous avez raison, ils ont une énergie joyeuse, vitale, qui est extraordinaire, même dans les pires moments. Je dois quand même mettre un bémol. Quand nous y sommes allés en septembre, pendant la visite du président Emmanuel Macron, pour la première fois, j'ai vu des gens qui me disaient « c'est fini ». C'est-à-dire ils avaient perdu leur joie de vivre et beaucoup me disaient « on ne peut pas rester, c'est pire que la guerre ». Tant qu'il y avait la guerre, nous avions de l'espérance. Là, on a l'impression que le pays est en train de s'enfoncer sous les flots. Il faut espérer que ça s'arrange dans les années à venir et surtout que vous fassiez de nouveaux voyages parce que dans votre vie, Daniel Rondeau, entre deux livres, vous avez beaucoup voyagé, comme grand reporter, mais pas seulement. Non, mais j'ai toujours... je suis partagé entre deux passions que j'essaye d'assouvir. Déjà, la passion d'écrire, qui requiert pour moi, je ne parle pas des autres, chacun se débrouille, mais moi, j'aime beaucoup être seul, j'aime la solitude. Donc, je ne suis jamais plus heureux que quand je suis chez moi, dans ma maison en Champagne, que rien ne m'appelle au dehors, et que je sais que j'ai du temps devant moi, et que je vais pouvoir travailler, que je vais pouvoir avancer, que je vais pouvoir prendre le temps d'imaginer des choses, des personnages, de méditer. Et en même temps, j'ai besoin de temps en temps de sortir de mon trou pour monter sur le toit du monde pour voir ce qui se passe. Donc j'ai toujours joué du piano des deux mains. Voilà. Mais surtout, vous avez connu une époque où vous dirigiez une rubrique dans Libération, vous avez travaillé pour Paris Match, qui était un journal joyeux. C'était une autre vie, Daniel Rondeau. Alors je veux dire que, bien sûr, c'était une vie... je vais parler des années que j'ai passées à Libération, que c'était il y a très, très longtemps, c'était au début des années 80, où je dirigeais le service culture. Et je dois dire que c'était une autre vie parce que, d'une part, j'avais une liberté totale. Et les journalistes qui travaillaient avec moi, Serge July était le patron du journal à cette époque-là, nous bénéficions d'une liberté totale pourvu qu'on fasse des choses bien, naturellement. Ça a été, j'ai profité amplement de cette liberté. Et ce qui m'a passionné à cette époque-là, c'était aussi mon souci de rencontrer le maximum d'écrivains européens parce que je me faisais déjà du souci pour l'Europe. Justement, une de mes premières rencontres a été à Paris avec Milan Kundera, dont nous avons noué une amitié qui dure toujours. Et les premières rencontres avec Milan Kundera me parle d'une conférence faite en 1935 par Husserl sur la crise de la survie de la civilisation européenne. Donc on est déjà là à se poser des questions. Qui sommes-nous, nous, Européens, et quel est notre avenir? Et je rencontre un autre poète qui est Miloš, qui était un prix Nobel, qui était né à Vilnius. Et Miloš me fait part de son souci de voir que les Européens ne veulent pas forcément être sujets de l'histoire, mais qu'ils se contentent de subir l'histoire passivement. Donc j'ai vu énormément de gens. J'ai rencontré Solzhenitsyn, que je suis allé voir aux États-Unis, là où il était exilé, tout au nord, près de la frontière canadienne, dans un paysage qui ressemblait à sa Russie natale. Et Solzhenitsyn, les derniers mots de Solzhenitsyn que je n'ai jamais oubliés, j'ai jamais oublié rien de ce qu'il m'a dit, mais ces derniers mots, je lui demande, mais est-ce que vous pensez que vous retournerez en Russie un jour? À ce moment-là, c'était strictement impossible. Il m'a dit, j'en suis sûr. Et il avait déjà prévu son retour à Saint-Pétersbourg.
Et ça, c'est votre passé. Et le présent, c'est une autre date, le 6 juin 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Rondeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniel Rondeau. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman Arrière-pays chez Grasset, 3 ans de travail. Et puis quelque chose qui vous a donné beaucoup de travail aussi, mais qui s'est concrétisé le 6 juin 2019. Vous n'avez pas oublié cette date, je suppose. 6 juin, c'est le jour du D-Day. Oui, c'est surtout le jour où vous devenez immortel. Le D-Day, c'est un beau jour pour sauter sur la coupole. C'est Daniel Day, justement. Et vous êtes élu à l'Académie française. Vous vous souvenez du moment où on vous l'a annoncé ? Oui, j'étais chez ma fille avec ma femme et un coup de fil est arrivé la séance de l'Académie commence à 3h et le coup de fil est arrivé très vite. Je ne connais pas la minute, mais on n'a pas attendu beaucoup. Et donc, on ressent une émotion dans ce Non, mais bien sûr, on ressent une fierté, un contentement. Voilà, on est assez comblé ce jour-là. Alors, vous avez eu 18 voix au premier tour et vous occupez désormais le fauteuil de celui dont on va entendre la voix. Il me semble qu'un écrivain, et particulièrement un écrivain français, ne quitte jamais son pays lorsqu'il s'en va à l'étranger et qu'il continue à s'exprimer en français. Et voilà, Michel Déon, qui a vécu en Irlande les dernières années de sa vie, et vous occupez, je crois, le fauteuil numéro 8. Voilà, c'est ça. Et je vais faire l'éloge de Michel Déon le jeudi 4 novembre, sous la coupole. Oui, parce que finalement, en devenant académicien, vous allez faire l'éloge de quelqu'un que vous avez connu, Daniel Rondeau. Oui, alors déjà, ce qui est bien avec l'Académie, c'est que ça met en évidence un phénomène, c'est que les écrivains français travaillent à la chaîne et qui se passent le flambeau. Je trouve que c'est une idée assez magnifique. On succède à quelqu'un et on fait on prononce son éloge. Il se trouve que moi j'ai eu de la chance parce que Michel Déon est un très très bon écrivain, très grand écrivain, et que c'était un ami. Je l'avais rencontré plusieurs fois, il était venu dîner à la maison. Donc écrire l'éloge de Michel Déon était pour moi un énorme plaisir. Déjà, j'ai relu tous ses livres. Donc, il y a un film aussi qui est très célèbre tiré d'un de ses romans, qui est Un taxi mauve. Avec Philippe Noiret. Avec Philippe Noiret, qui est extraordinaire là-dedans. Il faut savoir qu'il a vécu en Irlande et qu'un soir, il a reçu Michel Houellebecq, c'était le 11 septembre 2001. Et comme il avait peur de cette date qui s'était passée, il a demandé à Michel Houellebecq de dormir chez lui en Irlande ce soir-là. Bon. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais c'est vrai qu'en plus, Michel Déon, on en a parlé, hélas, parce que lorsqu'on a voulu l'enterrer en France, il y a eu une polémique incroyable. Non, je crois que c'était à Paris. Oui. On a voulu l'enterrer à Paris, oui. Bon. Et puis la mairie de Paris a refusé. Bon, ce qui était proprement scandaleux. Oui. Donc, Michel Déon est un grand écrivain français, il était membre de l'Académie française, il a fait rayonner la langue française partout où il est allé. C'est un écrivain dont le renom est immense en Méditerranée, en Grèce, en Angleterre. Ses films ont eu du succès. C'était absurde, sa place était à Paris, naturellement. Et je sais que Alice, sa fille, s'est beaucoup battue. Finalement, n'a jamais été reçue par Anne Hidalgo, en dépit de la promesse d'Anne Hidalgo. C'est un autre sujet. Oui, mais bon, tant pis pour Madame Hidalgo. Exactement. Alors, l'Académie française, il faut dire que vous êtes arrivé à l'ancienneté, je dirais, Daniel Rondeau. Vous avez échoué 2 fois avant d'être élu au premier tour. Alors, ma première tentative, j'étais encore ambassadeur à Malte. Donc, c'était plutôt je n'ai peut-être pas prise assez au sérieux, j'étais loin. Bon. Et la deuxième, je pensais raisonnablement avoir des chances. J'ai quand même eu 12 ou 13 voix. Et j'ai échoué à une voix, donc. Mais bon, c'est la règle. En même temps, le record du genre, c'est un certain Édouard Pisani, je ne sais pas si vous le savez, un chanteur qui a eu du succès avec Je t'aime le lundi. Il postule régulièrement à l'Académie française, il envoie une lettre, et il en est à 10 fois, je crois, et il veut battre le record d'Émile Zola, 19 fois candidat malheureux. Oui, bon. Il y a encore du boulot. Encore du travail. Alors, il faut savoir aussi que l'Académie, vous le vouliez parce que, au-delà de l'honneur, pour vous, c'est quelque chose d'important. Alors, je le voulais... L'Académie m'attirait pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, un académicien, il a une épée.
Moi, je pense que j'ai toujours eu une épée parce que je me suis toujours, dans ma vie, je me suis toujours battu. Donc, mais je me suis dit que, en même temps, j'ai toujours été un écrivain solitaire. Je n'étais pas dans une chapelle, je n'étais pas dans un parti politique, j'étais une sorte de franc-tireur, exilé en Champagne avec bonheur depuis plus de 20 ans. Et donc, je me suis dit que l'Académie m'apporterait un bouclier. Non seulement une épée, mais un bouclier. Mais d'autre part, pour moi, l'Académie, elle représente une chose essentielle. C'est l'alliance du saint langage, de notre langue française, et l'alliance de la langue et de la liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Et quand je disais les écrivains travaillent à la chaîne et se passent le relais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... la liberté et l'amour de la langue, c'est comme l'intelligence, c'est toujours à construire. Ce n'est jamais acquis pour toujours. La preuve, tout ce qui se passe en ce moment autour de l'écriture inclusive ou autre, là, il y a un combat que l'Académie française doit mener, Daniel Rondeau. Qu'elle mène. Que l'Académie, on en parle, c'est un des sujets récurrents de notre Académie. Et notre secrétaire perpétuelle, Hélène Carrère-Dancos, a déjà pris contact très souvent, avec succès, avec le ministre de l'Éducation nationale. Il y a des rapports, des liens entre l'Académie et l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc tout ça, c'est un travail c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que tous ceux qui sont à l'Académie sont des amis réunis entre eux. D'ailleurs, pour être élu à l'Académie, il faut faire des visites. Et je crois que vous avez notamment rendu visite, Daniel Rondeau, à Valéry Giscard d'Estaing. Ah, je vois, vous êtes très bien informé. Oui, bien sûr, j'ai rendu visite au président Giscard d'Estaing dans son appartement parisien, dans le 16e arrondissement. Et je m'attendais à avoir une sorte de visite protocolaire. Et en fait, au bout de 20 minutes ou 25 minutes, le président était très aimable. Bon, je dis, bon, ben voilà, monsieur le président, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Non, restez. Et on a discuté presque 1h30. On a parlé principalement de la France. On a parlé des Gilets jaunes, parce que c'était une visite consécutive aux Gilets jaunes. Et il m'a demandé ce que j'en pensais. Et je lui dis, monsieur le président, il me semble que ces Gilets jaunes, c'est une sorte de jacquerie existentielle. Que tous ces gens qui protestent dans les rues, qui tournent en rond dans les rues des villes tous les samedis, sans but bien défini, sans cible particulière, ils manifestent en fait une sorte de désespoir français qui ne dit pas son nom et qui est plus grave qu'on ne pense. Et le président Giscard m'a dit qu'il partageait entièrement mon hypothèse. Oui, hypothèse qui s'est confirmée aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. Et effectivement, ce côté être enfermé que vous évoquez, vous avez été enfermé totalement pendant le confinement. Vous en avez profité pour écrire, Daniel Rondeau. Oui, alors moi, je dois dire que bien sûr, le confinement, mais moi, je vis cloîtré. Soit toute l'année. Non, mais soit je sors de mon trou et j'essaie de faire des choses, d'être actif. Je travaille un peu pour l'ONU, où je fais du reportage. Mais j'aime bien être cloîtré dans ma thébaïde et travailler. Donc ces mois de confinement ne m'ont pas pesé. J'ai eu ce privilège, si vous voulez, de pouvoir travailler. Et d'autre part, on a accueilli nos enfants. Mais bon, je vois bien que c'était une période très difficile pour beaucoup de gens, notamment les gens. On voit que la solitude est quelque chose de très, très grave. Je parlais avec l'épicier d'un village voisin chez moi et qui disait qu'après le confinement, on a trouvé dans un village 2 personnes âgées qui étaient décédées, que personne ne s'était aperçu de leur disparition. Donc je crois que le confinement était un accélérateur de la solitude de ceux qui sont seuls. Et vous dites aussi, et vous l'avez dit récemment, Daniel Rondeau, que la Covid, c'est le symbole d'un épisode apocalyptique d'ampleur mondiale. Oui, ça nous montre bien qu'on est passé dans un autre monde.
le monde a plus, la planète a plus changé en 15 ans, ou mettons, en 50 ans, qu'en 20 000 ans. Et brusquement, il y a une accélération de ce changement. Et on voit bien la puissance des GAFA, l'importance d'Internet. Donc, et beaucoup de gens sont totalement déstabilisés par cette nouvelle situation. Bien évidemment, il y a des gens qui sont principalement des chefs d'entreprise, qui voient comment ils vont pouvoir prospérer, qui sont des entrepreneurs créatifs, ils voient comment ils vont pouvoir prospérer sur ça, avec l'aide de ces nouvelles technologies. Mais une grande partie des gens, je trouve qu'aujourd'hui, ils flottent. Ils flottent dans leur propre vie parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs repères. Ils ne savent plus exactement où est le bien et le mal. Et on fait tout pour leur dire que le bien et le mal, c'est la même chose, de toute façon. Non, mais c'est très fort. Donc, c'est très, très compliqué pour des gens qui sont un peu isolés de se repérer. Et je trouve qu'une partie de notre population flotte, dérive sur une sorte de fleuve qui n'a pas de source et on ne sait pas où il va se jeter. Et vous continuez votre chemin. Et l'Académie française, puisqu'il y a eu la Covid, vous n'avez pas pu y entrer officiellement. Ça a été retardé à 2 reprises, je crois. Oui, ça a été retardé, mais ils m'ont installé, c'est-à-dire je participe aux travaux depuis 1 an. Voilà. Et Donc, je crois que vous avez eu droit à un jeton de présence et un mot du dictionnaire à votre nom. Alors, oui. C'est une tradition d'Académie. Oui, le mot pour l'entrée, c'est le petit bizutage. On vous donne un mot. Le jour de votre entrée. Déjà, le jour de votre entrée, après... Quand vous rentrez dans la salle, où sont réunis les académiciens, tous les académiciens se lèvent. Et à ce moment-là, Madame Carrère-Dancos m'a dit « Monsieur Rondeau, vous avez remarqué que tous vos confrères se sont levés pour vous aujourd'hui. La prochaine fois qu'ils se lèveront, ce sera pour le jour de votre mort. » Belle phrase, effectivement. Pour l'instant, on n'en est pas là, fort heureusement. Et il y a un livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 29 septembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Rondeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniel Rondeau, 29 septembre 2021, sortie de Arrière-Pays chez Grasset, votre nouveau roman. Alors, le titre Arrière-Pays, c'est à double sens, c'est-à-dire que l'arrière-pays, c'est la France profonde. En même temps, l'arrière-pays, c'est une France qui est un peu en arrière, Daniel Rondeau. Alors, c'est une France qui est un peu à l'arrière, oui, parce qu'elle est oubliée. Oui. Elle est mise à l'arrière. Et c'est une France que vous connaissez bien. Non, c'est une France que je connais bien, parce que et en fait, j'ai choisi de me parachuter dans la région de Bar-sur-Aube et de Clairvaux, parce que j'étais allé une première fois, en 2007. J'avais été invité par l'instituteur de la centrale de Clairvaux à intervenir dans la prison auprès d'un certain nombre de détenus pour parler de mes livres. À ce moment-là, c'était tout à fait exceptionnel. Je crois même que c'était une des premières fois où l'administration pénitentiaire avait autorisé ce type de visite. Des gens du cabinet du ministre étaient venus. Enfin bon. Et j'avais eu un contact avec des détenus. On avait d'ailleurs parlé, c'était assez étonnant, ils avaient lu plusieurs de mes livres, notamment Les Vignes de Berlin, dont je parlais sur mon enfance, mes livres sur la Méditerranée. Et j'avais fait une visite totale de la centrale. Et j'avais été très impressionné par plusieurs choses. Déjà, le site général, qui est un site où on a une nature absolument magnifique. La région, il y a beaucoup de lacs, des temps énormes, il y a la forêt d'Orient, on a une profusion de nature qui est assez impressionnante et qui est très belle. D'autre part, le site lui-même, cette prison de Clairvaux, tout le monde parlait de la prison et tout le monde semblait oublier que le mur d'enceinte était celui des moines qui s'étaient rassemblés, qui avaient suivi Bernard quand au début du XIIe siècle, il était venu fonder cette abbaye
pour essayer de réformer son ordre et de vivre au plus près des pauvres. Donc, les images que j'avais eues de Clairvaux, de la région, de Bar-sur-Aube, en fait, elles ont travaillé malgré moi, et c'est elles qui m'ont donné l'idée de ce roman. Oui. Et ce roman, Daniel Rondeau, vous expliquez que les Chinois sont en train de tout acheter, ils sont venus discrètement, et eux, ils ont compris la valeur de cette région. Oui, si vous voulez, cette région, c'est une région qui a toujours été prospère depuis 1000 ans. Quand les moines, quand Saint Bernard fonde son abbaye, il va, si vous voulez, donner un coup de pouce à toute l'agriculture. Autour de chaque abbaye, l'agriculture repart. Si vous voulez, il y a une prospérité qui redémarre, qui n'avait plus existé depuis la fin de l'Empire romain. Et autour des abbayes vont se créer, on va avoir de la petite métallurgie, on va avoir de la petite verrerie, on va avoir les grandes foires de Champagne, qui étaient Provins, Troyes, Bar-sur-Aube, qui sont des foires internationales. Donc dans cette petite ville de Bar-sur-Aube, tous les grands marchands, par exemple italiens, de soieries viennent. On sait que Saint François d'Assise s'appelle Saint François, parce que son père était marchand de soieries, de draps, et qu'il est venu italien, et qu'il venait là, et par amour de la France, il l'a appelé François. Et donc, les tissus aujourd'hui viennent de Pologne. Bon, et les tissus viennent de Pologne. Et d'autre part, la grande verrerie fondée par Louis XIV, et Colbert, Baillel, le four de la verrerie, le feu de la verrerie, jamais éteint pendant 350 ans. Donc ça vous donne la continuité de la prospérité d'une région. Et brusquement, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Le feu est éteint depuis 5 ans. Tout le monde a oublié le Saint-Bernard, la petite métallurgie, la petite verrerie, il n'y a plus rien. Il y a encore un peu d'industrie, mais c'est un bon. Et moi, je me disais, c'est quand même très étrange de voir une sorte de... le peuple d'une région qui brusquement passe à la trappe. Les anciens verriers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne trouvent pas de travail. Donc, j'ai écrit un roman que j'ai voulu situer dans cette France abandonnée, oubliée, et où je donne vie à plusieurs personnages différents, et en essayant de garder un peu d'espoir pour chacun. Voilà, et ça correspond à une chanson qui a marqué l'histoire. Douce France, cher pays de mon enfance. C'est vrai que le décor planté par Charles Trenet, Douce France, en 1942, il n'existe plus aujourd'hui dans cette région comme dans bien d'autres. D'ailleurs, il faut savoir que Valéry Giscard d'Estaing m'a un jour dit que cette chanson lui avait remonté le moral pendant la Résistance. Ah, c'est possible. Voilà. Alors, Douce France, c'est le chant des partisans. Exactement. Alors, il se trouve que votre histoire, effectivement, il y a une véritable histoire dans ce décor. Il y a d'abord une héroïne, une jeune femme qui a fait des études de journalisme très élevées et qui se retrouve au chien écrasé dans un journal local. Oui, mais elle l'a un peu voulu. Oui. Elle l'a un peu voulu parce qu'elle a décidé, c'est une fille de mineur polonais, petite fille de mineur polonais, elle est du Nord, elle a fait l'école de journalisme de Lille, elle s'est promenée dans des rédactions locales près de chez elle, et puis à un moment elle a hésité, est-ce que tu veux aller dans une grande rédaction parisienne? Et en fait, cette jeune fille qui s'appelle Alicia, elle a confiance en elle, mais elle pense que le monde est vraiment noir et elle veut plutôt aller en bas. Elle veut continuer son travail de localière. Et vous racontez un journal comme on n'en trouve plus aujourd'hui, avec le vieux rédacteur en chef qui cherche les sujets, alors qu'aujourd'hui, Internet a tout changé. Oui, mais je pense qu'il y a encore ces survivants de l'époque du grand journalisme. Mon personnage, c'est ce rédacteur en chef qui s'appelle Carampol, qui est un vieux briscard de la presse, qui a roulé sa bosse, qui a été touché par un deuil personnel, le deuil de sa femme. Donc ce deuil, la perte de sa femme, l'a cloué dans cette rédaction où il était, et il va y passer la fin de sa vie. Et en fait, la fin de sa vie va être illuminée par cette rencontre, qui n'est pas une rencontre amoureuse, qui est une rencontre affective, amicale, joyeuse, avec cette jeune journaliste, quoi. Et cette jeune journaliste va se retrouver confrontée à un meurtre, parce que dans les romans, il y a toujours un meurtre. Et ça aussi, c'est le fil conducteur de votre histoire, Daniel Rondeau. Oui, c'est l'un des fils conducteurs. Alors, il y a aussi, parce que le roman situe aujourd'hui, les nouveaux députés. Alors, ce n'est pas des députés d'En Marche, mais c'est l'équivalent. Oui, mais c'est un député. Bon, c'est toute la nouvelle vague de députés. Cette vague qui est arrivée il y a bientôt 5 ans.
En fait, certains n'avaient pas beaucoup d'expérience. Moi, ce jeune député, c'est un ancien start-upper. Il s'est rallié à Emmanuel Macron. Il a été élu dans la vague. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais je dois dire que lui, il se met au boulot. Oui. Et il se met au boulot parce qu'il va essayer il comprend qu'il y a quelque chose à faire, notamment pour l'agriculture française, pour les paysans de sa circonscription, et il va quand même faire le boulot. Alors lui, il ne va pas avoir de chance parce qu'il va être emporté et il va être forcé de démissionner, mais je trouve qu'il s'est quand même pas mal comporté. C'est-à-dire que dans votre livre, qui est un livre où on parle d'un monde ancien, il y a toutes les caractéristiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les scandales, tout ce qu'on peut imaginer. Non, mais nous vivons dans un monde ancien et nous sommes d'aujourd'hui. C'est ça, et là, principalement, quand on vit à Paris ou à New York, je ne sais pas qui disait, je me sens plus chez moi à New York ou à Londres qu'à Longwy ou à Sarreguemines ou à Saint-Étienne. Bon, ici, on est vraiment dans un des endroits où bat le vieux cœur français. Et en même temps, ce sont des gens d'aujourd'hui, ils savent tout d'aujourd'hui. Mais on les a laissés sur la route. Alors, il y a aussi effectivement la musique, puisque vous êtes très lié à la musique. Il y a un producteur qui a fait fortune grâce au rap. Ouais. On est quand même très très loin de Johnny. Non, on est très loin de Johnny, mais... non, bien sûr, on est très loin de Johnny, mais j'ai inventé ce personnage. Oui. Je sais que j'en ai rencontré qui lui ressemblaient, d'ailleurs. Oui. Ce sont des gens qui font des coups plus que des carrières. Bon, et il fait un coup, mais lui va après avoir abandonné le rap, il se reconvertit lui aussi. Tous ces gens ne savent plus très bien où ils sont. Je parlais des gens qui flottent, vous voyez, tout à l'heure. Tous ces gens ne savent pas très bien où ils sont. Ils flottent un peu, mais quand même, ils cherchent leur chemin. Et ce producteur qui arrive comme ça, il décide de quitter Paris, d'acheter cette maison, il s'installe là-bas, et il va se prendre de passion. Il est sauvé par une passion qui est une passion musicale, pour une jeune chanteuse iranienne. Donc, il n'est pas totalement hors sol, vous voyez. Vous suivez le monde d'aujourd'hui, Daniel Rondeau, puisque effectivement, des chanteuses étrangères, il y en a beaucoup, mais quand on voit qu'en même temps Johnny reste, on sait que vous avez fait des livres sur Johnny, que vous l'avez rencontré, que vous avez parlé lors de ses obsèques. Est-ce que vous pensiez que Johnny serait encore important après sa disparition, aussi important? Je pense qu'il est beaucoup plus important qu'on ne pouvait l'imaginer. Que lui-même pouvait l'imaginer. Et que nous, Johnny, il était modeste. Oui, il se fichait totalement de sa postérité. Oui, ce n'était pas son problème. Oui. Mais il était modeste, surtout. Il savait où était son rang, il savait qui il était, mais il était modeste. Moi, je suis très frappé de voir que Johnny reste présent en permanence dans les radios, dans les émissions de télévision, et surtout dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens, y compris que Laetitia a organisé un concert il y a 3 semaines à Bercy. Bon, il y avait 9000 personnes qui chantaient les chansons de Johnny et qui criaient et qui appelaient Johnny. C'était ça qui était très surprenant pour moi. C'est de voir de cette foule imposante des gens qui appellent Johnny comme si Johnny allait sortir de l'ombre où il est entré il y a 5 ans. Votre livre Arrière-pays, Daniel Rondeau, c'est aussi un portrait de la France d'aujourd'hui, puisque on y voit le contraste entre ces régions qui disparaissent et les palaces parisiens où l'on continue à vivre normalement. Oui, mais je crois qu'on a eu 2 Frances. Une France qui est celle des gens qui croient profondément, et sincèrement d'ailleurs, en la globalisation, et des gens qui sont restés des Français ordinaires. Or, ces Français ordinaires, ils sont aussi attachés à leur pays, à leur façon de vivre, à leur art de vivre aussi, parce qu'il y a un art de vivre populaire français qui est très important. Et ils continuent d'aimer la France. Et ils regrettent de voir que cette France, elle baisse un peu, que tout le monde n'est plus à la hauteur comme avant. Donc, c'est pas du tout un livre passéiste. C'est un livre pour montrer qu'il y a des gens qui croient encore en cela. Je pense que depuis 5 ans, les choses ont bougé. Je crois que les choses ont bougé parce que, y compris, je pense que le président Macron, quand il est arrivé, c'était un Startup Nation et compagnie. Or, je crois qu'il a traversé cet épisode des Gilets jaunes et qu'il en a tiré des leçons.
il est impossible que tous les voyages, les rencontres qu'il ait fait en province pour aller parler avec les gens, je pense que ça lui a appris quelque chose et ça lui a rappelé que cette France était importante et qu'il fallait qu'elle existe dans le monde moderne et dans le monde de demain. Donc ce livre, c'est un livre pour demain, pour les jeunes générations qui doivent en plus conserver le goût de la lecture, Daniel Rondeau. Ah ben, bien évidemment. Oui. Bon, comment vivre sans lire? Comment vivre? Lire, c'est vivre 2 fois, 3 fois, 4 fois même. Je me souviens d'une conversation avec Mario Vargas Llosa, l'écrivain de langue espagnole. Il me disait que lui, il avait toujours lu dans les livres, dans les romans français, il avait appris la France et il s'était senti français en lisant des livres français quand il était enfant, adolescent. Donc, et je pense aussi que c'est une façon de lire, c'est une façon de se recaler un peu l'esprit. C'est une façon de réfléchir. Quand on lit, on est forcé de réfléchir, de se poser des questions, et c'est quelque chose de vital aujourd'hui. Oui, et ces questions, on se les pose avec bonheur dans ce livre Arrière-pays chez Grasset, où vous racontez la France d'aujourd'hui à votre façon, avec une nostalgie de la France d'hier, mais aussi un espoir, j'en suis sûr. Non, bien sûr que moi j'ai toujours été optimiste. Si j'écris ces romans, c'est pour montrer une société en action. Donc j'avais mécanique du chaos, je montrais l'action dans les banlieues en action et qu'il fallait absolument, je pensais qu'il fallait absolument y mettre un frein. Et là, je montre ces gens qui continuent. Il y a un des vieux Verrier, qui est un des personnages de mon livre, qui s'appelle Moustache. Et ce vieux Verrier, justement, lui, il est toujours en train de réfléchir. Donc, il réfléchit à la fois à l'histoire et il réfléchit à ce que pourrait être son pays. Et je crois que, bon, chacun de mes personnages, enfin, presque tous, parce qu'il y en a aussi qui ne seront pas sauvés au bout du compte, mais presque tous gardent une lumière au fond d'eux-mêmes et que c'est cette lumière qui va les faire avancer. Et cette lumière, vous l'avez éclairée à travers ce livre Arrière-pays chez Grasset, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment. Merci Daniel Rondeau. C'est moi qui vous remercie infiniment. D'être revenu dans ces Clés d'une vie, et puis à bientôt, j'en suis sûr. À bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.